Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Alors, nous allons terminer avec Monsieur Prince Binda sur ce que, on va dire quoi, on va dire sa pensée testamentaire. Il dit ceci, ce que je viens de révéler pour la première fois au lecteur occidental constitue la base essentielle des connaissances supérieures des peuples noirs. Le lecteur jugera lui-même si cette pure métaphysique peut servir uniquement les desseins et les pratiques maléfiques des sorciers dont l'Afrique serait infestée, si j'en crois les bruits qui parviennent à mes oreilles de toutes parts. La magie noire, hélas, existe partout et les sorciers pullulent dans tous les pays. Il suffit de lire les journaux pour en être convaincu. Si la race noire semble arriérée au regard des progrès matériels qui vont de pair, dit-on, avec la civilisation, ce n'est pas par incapacité. Les Africains, comme les Asiatiques, s'adaptent fort bien, lorsqu'ils le veulent, à la technique. Nous poursuivons un but différent. Nous considérons que l'existence terrestre est transitoire, qu'elle n'est qu'une étape sur le chemin du devenir. Pour l'Africain, par exemple, l'être humain est supérieur aux métaux, et ceux-ci ont été faits pour son usage. Ils doivent donc dépendre entièrement de lui. Il a conséquemment pensé qu'il était préférable qu'il se donnât des ailes, lui, permettant de se transporter en tout lieu, aussi loin et aussi vite qu'il pourrait le souhaiter, plutôt que de donner des ailes à des ferrailles qui deviendraient aussi maîtresses de son intelligence. Il refuse d'abdiquer en faveur de la matière qui, trop asservie, se venge en prenant le sceptre. Le mot de civilisation n'a pour lui aucun sens, tel qu'on le lui a expliqué. Civilisation vient de civis, citoyen, homme libre. Mais qui rend-on libre? Des bêtes qui étaient enchaînées parce qu'elles étaient féroces? Sont-elles moins féroces parce qu'elles sont libres? Les peuples noirs pensent que les civilisés sont encore féroces, bien plus qu'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore la crainte de la mort et que cette peur les pousse à chercher ce qui pourrait les en protéger. Ils accumulent des richesses, en veulent plus encore le voisin et le voisin en veut encore plus. Dans cette lutte, il faut tuer pour ne pas être tué. De progrès en progrès, on arrive à la bombe atomique, à la bombe H, aux soucoupes volantes, etc., de façon à détruire le voisin, à rester seul maître de toutes les richesses. Évitera-t-il la mort? Celui qui sera seul, qui possédera tous les produits de la terre? Le civilisé est devenu libre, libre de détruire ses frères. Le noir cherche plutôt à comprendre l'au-delà afin de n'en plus avoir peur. Voilà ce qui distingue le sauvage noir, le sorcier de la brousse, du civilisé blanc. J'ai lu beaucoup de livres, je devrais dire de feuilletons, écrits par ceux qui sont venus quérir en Afrique les richesses qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Au lieu de se taire lorsqu'ils en reviennent, ils éprouvent le besoin de raconter à leur manière ce qu'ils n'ont pas compris des connaissances des Noirs. Ils ont trouvé de l'or et des diamants dans la terre. Ils n'ont pas su voir l'or et les diamants qui se cachent dans les âmes. Comment les aurait-il vus d'ailleurs, puisqu'ils n'allaient qu'à la recherche des richesses matérielles? Aucun initié africain n'aurait pu leur parler des connaissances que leur esprit, préoccupé par la crainte de la mort, n'aurait pu comprendre. La crainte d'un phénomène si simple, si utile, si naturel les rend indignes de cette connaissance, puisqu'il est dit « Ne cherchez pas à convaincre celui qui n'est pas convaincu par lui-même, de peur d'initier un indigne. Ne jetez pas vos perles au porceau.
On ne donne qu'à celui qui possède. À celui qui n'a rien, ce qu'il a lui sera repris. C'est ainsi qu'aucun des explorateurs de l'Afrique ne fut initié à ces mystères. Quant aux missionnaires, ils n'y vont pas pour apprendre, mais pour enseigner. Ils parlent plus qu'ils n'écoutent. En Afrique, les maîtres sont inaccessibles aux non-initiés. La grande loi d'initiation étant là plus qu'ailleurs, celle du silence. Certes, il y a des exceptions et quelques auteurs, s'ils n'ont pu pénétrer les arcanes de la pensée noire, ont assisté à des guérisons qu'ils qualifient de miraculeuses. Ils ont objectivement rendu hommage aux maîtres guérisseurs qu'ils ont côtoyés, mais ils n'ont pas su en faire des amis. Pour accomplir ces miracles innombrables, il est nécessaire de connaître profondément les lois de l'univers. Comment appellerez-vous de tels hommes? Des sorciers ou des mages? Je les appelle des savants, des maîtres. Oui, il se pourrait qu'en Afrique, il y ait des savants dans nos rites initiatiques. Il se pourrait. Il faut bien les côtoyer et découvrir que ce sont des savants. Peut-être connaissent-ils mieux la composition du Soleil et de la Lune que ceux qui les regardent avec les télescopes. Là, il fait allusion ici justement à la cosmologie. Vous avez compris que, semble-t-il, les bouddhistes connaissent mieux la cosmologie et peut-être mieux que les grands scientifiques dans les laboratoires là-bas avec les télescopes. Fondamentalement, c'est ce qu'il veut dire. Car ils savent appliquer cette connaissance à toutes les activités selon les nécessités. Il y a aussi en Afrique des charlatans. Mais combien en ai-je vu à Paris, notamment ces initiateurs qui tous viennent du Tibet pour enseigner la bonne parole, qu'ils n'ont apprise qu'en lisant des grimoires, sans avoir dépassé la banlieue. Chacun fonde une école et trouve des adeptes, assez naïfs pour verser leur bol. Je n'ai jamais trouvé autant de grands initiés qu'à Paris. Ils y enseignent la sagesse et la charité, à leur profit. Peut-être y en a-t-il autant dans toutes les grandes capitales. Si la question était si simple, pourquoi y aurait-il des temples initiatiques? Pourquoi au long des siècles y aurait-il des sauveurs, des fondateurs de religions, des prophètes? Il suffirait d'écouter le premier venu pour éveiller Kundalini et posséder la connaissance totale. Par ce premier aperçu des croyances africaines, j'ai voulu montrer à mes frères blancs qu'ils jugent mal leurs frères noirs. La race noire est aussi vieille que le monde. Elle a eu son temps de gloire. Et nul ne peut affirmer qu'un jour, elle ne retrouverait pas le lustre de son lointain passé. Actuellement, sa seule ambition, qui est son rêve de toujours, est de voir une humanité plus humaine, plus prospère et plus croyante. Elle voudrait participer à cette mission sublime de paix. 3 ramages sont venus au berceau du Christ blanc. Déjà, bon, Prince Belinda, pour lui, le Christ est encore blanc, mais aujourd'hui, de plus en plus, on dit que le Christ est noir. Bon, vous avez compris. Un jaune, un noir, un blanc et un noir. Le jaune a parlé, il s'est tué. Le blanc parle en ce moment. Le noir n'a encore rien dit. Est-il muet? Je voudrais que ces pages fussent les premiers mots de sa réponse. Prince Birinda de Boudiégui, des Échira. Voilà, nous avons fini à Prince Birinda. Vous avez compris, j'espère que c'était bien d'avoir de parcourir la bulle secrète des Noirs de Prince Birinda. Ça nous permet de comprendre à travers le Bouti d'Issoumba, qui est la mère de Bouti, ce que font les bouddhistes. Même si, bon, on peut toujours se poser l'action de savoir est-ce que tout ce que Prince Birinda a révélé ici est vrai.
Et est-ce qu'il n'a pas caché le diable? Je crois que pour le diable, il en a quand même parlé quand il a parlé des esprits infernaux. Donc les bouddhistes sont bien conscients que le diable existe d'une certaine manière. Mais bon, ils ne le combattent pas comme nous les chrétiens, nous le combattons. Ils peuvent parfois commercer avec le diable pour certains. Pour certains. D'accord? Je crois qu'on l'a compris. Mais le bouddhisme reste une science. Une science que les chercheurs devraient, comment dirais-je, pour surtout les chercheurs, hein, je ne parle pas de religion, je parle de science, devraient peut-être prêter un peu plus attention au bouddhisme pour essayer de... Oui, parce que dans la course au savoir, à la connaissance, il faut bien que nous apportions quelque chose, que nous continuions à apporter des choses à l'humanité. Ne pas toujours rester derrière l'homme blanc, le coderme, mais apporter autre chose, la différence, à partir de nos connaissances du terroir. C'était une ambition que nourrissait ou que nourrit le CNRS avec les savoirs traditionnels. Je pense que c'est encore d'actualité et pleinement d'actualité. Et nous avons intérêt à participer pleinement au développement du Gabon à travers nos savoirs traditionnels. Lesquels savoirs traditionnels se trouveraient, se pourraient, se trouvent dans, entre autres, dans nos rites et croyances. Il y a des choses à explorer qui sont très intéressantes, très importantes. Et peut-être que cela va contribuer à contrebalancer un peu toutes les déviances que nous observons dans la société, dans nos sociétés, et quelles déviances que nous avons héritées, que nous avons copiées dans la société occidentale. D'accord? Sur ce, je vous remercie. À très bientôt.